Mes mains ne tremblaient pas. C'était le détail qui m'a le plus surprise moi-même. Dans ce genre de situation, quand votre propre mère vous regarde comme si vous étiez une tache de vin rouge sur un canapé blanc immaculé, le corps a tendance à réagir. Le cœur s'emballe, les paumes deviennent moites, la gorge se noue. Mais pas ce soir. Ce soir, sous les lumières dorées et tamisées du restaurant Le Clarence, l'un des établissements les plus prestigieux et les plus intimidants de Paris, je ressentais un calme absolu. Un calme glaciaire. En face de moi, mon père, Baudouin-Valois, ajustait le nœud de sa cravate en soie avec cette arrogance naturelle des hommes qui n'ont jamais eu à s'excuser de rien. Ma mère, Céleste, souriait avec cette expression pincée qu'elle réservait aux domestiques maladroits, tandis que ma sœur aînée, Hortense, tenait son dernier iPhone Pro à la main, l'objectif discrètement braqué sur mon visage, la petite lumière rouge d'enregistrement pulsant comme un cœur malade. Ils attendaient le spectacle. Ils avaient payé pour voir la brebis galeuse de la famille s'effondrer, pleurer, supplier. Ils voulaient capturer ma déchéance pour la montrer à leurs amis, pour prouver qu'ils avaient tout essayé avec moi. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que dans ma vieille sacoche en cuir éraflé posée contre le pied de ma chaise Louis XVI, je ne transportais pas des excuses. Je transportais une bombe nucléaire financière. Et j'avais le doigt sur le détonateur. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette histoire qui, je vous le promets, va vous donner des frissons de satisfaction. Avant de plonger dans les détails croustillants de cette soirée mémorable, j'aimerais que nous fassions connaissance. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire. Est-ce que vous êtes à Paris, à Lyon, à Bruxelles, ou peut-être à l'autre bout du monde? Et quelle heure est-il chez vous? J'adore lire vos messages, cela me donne l'impression que nous sommes tous assis autour d'un grand feu de camp. Allez, écrivez-le maintenant, je vous attends. Tout a commencé 6 heures plus tôt. Loin, très loin du luxe feutré du 8e arrondissement. J'étais dans mon élément, mon royaume, ou ce que ma famille appelait l'enfer. J'étais au centre de tri de déchets industriels de la Courneuve, en banlieue nord de Paris. L'air n'y sentait pas la lavande ou le cuir neuf. Il sentait le métal froid, la poussière, l'huile de moteur et cette odeur âcre, indéfinissable, de la consommation humaine en fin de vie. Pour la plupart des gens, c'est une odeur repoussante. Pour moi, c'est l'odeur de la vérité. C'est l'odeur des opportunités. Je m'appelle Ophélie. J'ai 26 ans. Je portais ce jour-là mon uniforme habituel, un jean renforcé taché de graisse, des chaussures de sécurité à coque d'acier qui pesaient 1 tonne, et un gilet fluorescent orange sur un t-shirt gris. Mes cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, retenu par un crayon à papier, et j'avais probablement une trace de cambouis sur la joue. Je vérifiais les derniers calibrages de mon bébé, le Trio PS3000, un bras robotisé piloté par une intelligence artificielle que j'avais passé 3 ans à coder dans un sous-sol humide. Mon téléphone a vibré violemment contre ma cuisse. J'ai essuyé mes mains sur mon pantalon avant de le saisir. L'écran affichait mère. Pas maman. Juste mère. C'est ainsi qu'elle était enregistrée dans mon répertoire, et c'est ainsi qu'elle agissait. Le message était court, impératif, sans aucune formule de politesse, le Clarence. 20 heures, soyons précis. Ton père a une annonce finale à faire concernant l'avenir de la famille. Fais un effort vestimentaire, pour l'amour de Dieu. Ne nous fais pas honte. J'ai relu le message 2 fois. Le Clarence. 2 étoiles Michelin. Un hôtel particulier du 19e siècle près des Champs-Élysées. Le genre d'endroit où l'on ne va pas pour manger, mais pour être vu. Ma famille ne m'invitait jamais à dîner. La dernière fois qu'il l'avait fait, c'était pour mon 18e anniversaire, et la soirée s'était terminée par mon père m'expliquant pourquoi il ne paierait pas mes études d'ingénieur parce que c'est un métier d'homme, et un métier sale. J'ai regardé autour de moi. Les convoyeurs tournaient à plein régime. Le bruit des machines était assourdissant, une symphonie mécanique que je comprenais mieux que n'importe quelle conversation mondaine. J'ai failli répondre non. J'ai failli leur dire d'aller au diable avec leur annonce finale. J'étais fatiguée. J'avais travaillé 70 heures cette semaine. Mais ensuite, mon regard s'est posé sur le bureau de fortune installé dans le coin de l'entrepôt, fait de palettes recyclées et d'une planche de bois brut. Dessus, trônait un dossier bleu marine. Il était fin, élégant, et portait 2 logos argentés entrelacés, celui de ma petite start-up, écologique, et celui de Global Green, le géant multinational de l'environnement. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Un sourire que je ne me connaissais pas.
Un sourire de prédateur qui vient d'apercevoir une proie imprudente. D'accord, mère, ai-je chuchoté en tapant la réponse. Je serai là. J'ai attrapé la sacoche en cuir brun de mon grand-père. C'était le seul héritage qu'il m'avait laissé, le seul Valois qui m'avait aimé pour qui j'étais avant de mourir d'une crise cardiaque quand j'avais 12 ans. Le cuir était éraflé, la boucle en laiton était ternie, mais elle contenait désormais mon avenir. Et peut-être la fin de leur règne. Je suis allé au vestiaire. J'ai frotté mes mains avec du savon industriel granuleux jusqu'à ce que ma peau soit rouge pour enlever les traces d'huile. J'ai regardé mon reflet dans le miroir piqué de rouille. Je n'avais pas le temps de rentrer chez moi pour me changer en robe de cocktail. Et honnêtement, je n'en avais pas envie. J'ai décidé de garder mon pantalon noir de travail, propre mais simple, et j'ai enfilé une chemise blanche fraîche que je gardais pour les rendez-vous fournisseurs. J'ai gardé mes baskets. Elles étaient noires, sobres, mais c'étaient des baskets. S'ils veulent me voir, ai-je dit à mon reflet, ils me verront telle que je suis. La fille qui travaille. Le trajet en métro de la Courneuve jusqu'à la station Franklin des Roosevelt a duré 40 minutes. 40 minutes suspendues entre deux mondes. Autour de moi, dans la ligne 9, des gens fatigués rentraient du travail. Une infirmière qui dormait assise, la tête contre la vitre. Un ouvrier du bâtiment avec de la poussière de plâtre dans les cheveux. C'était mon monde. La réalité. Pas les cocktails mondains, les vernissages vides de sens et les galas de charité où Hortense passait ses soirées à poster des photos avec des légendes inspirantes écrites par son assistant. Le balancement rythmique de la rame a fait remonter des souvenirs, des éclats de verre de mon passé que j'avais essayé d'enfouir sous des tonnes de codes informatiques et de plans logistiques. C'est étrange comme l'anticipation d'une confrontation familiale agit comme un ouvre-boîte sur vos traumatismes. Je me suis revue à 18 ans. Le jour où j'ai été acceptée à Polytechnique. J'étais rentrée à la maison, le cœur battant à tout rompre, la lettre d'admission serrée contre ma poitrine comme un trésor. « Papa, maman, j'ai réussi », avais-je crié en entrant dans le grand salon aux moulures dorées. Baudouin avait levé les yeux de son journal financier, l'air ennuyé d'être dérangé. Il avait ajusté ses lunettes, pris la lettre du bout des doigts, l'avait lue en diagonale et l'avait reposée sur la table basse comme s'il s'agissait d'une publicité pour une pizzeria. Ingénieur, avait-il lâché avec un dédain glacial, sans même un sourire. C'est pour les techniciens, Ophélie. Les exécutants. Les Valois dirigent. Ils ne fabriquent pas. Ils ne réparent pas. Ils ordonnent. Et surtout, ils ne se salissent pas les mains. Ce soir-là, pour fêter mon échec d'orientation, il m'avait offert un livre, L'étiquette et les bonnes manières pour les jeunes filles de bonne famille. J'avais pleuré toute la nuit. À Hortense, qui avait à peine obtenu son bac grâce à des cours particuliers hors de prix et des menaces de procès, ils avaient offert une Audi à un blanche avec un nœud rouge sur le capot. Puis, le souvenir de mes 23 ans m'a frappé. Le moment où j'ai eu l'idée d'écologique. J'avais besoin de 10 000 euros. Juste 10 000. Pour acheter mes premiers serveurs d'occasion et louer le petit hangar. J'avais préparé un business plan de 50 pages, relié, impeccable. J'avais mis mon plus beau tailleur. J'avais demandé une audience officielle à mon père dans son bureau. Il m'avait écouté pendant exactement 3 minutes, regardant sa montre 2 fois. Puis il avait ri. Un rire sec, sans joie, qui résonnait encore dans mes oreilles. Des poubelles intelligentes ? Tu veux que la maison Valois, symbole du chic parisien, investisse dans les ordures ménagères ? Il avait ouvert son portefeuille en crocodile, en avait sorti un billet de 100 euros et l'avait jeté sur le bureau en acajou. Tiens. Va te faire une manucure. Tu as de la terre sous les ongles. C'est tout ce que je peux faire pour ton projet. Point. Je n'avais pas pris le billet. Je l'avais laissé là. Ce jour-là, quelque chose s'était brisé en moi. L'espoir d'être reconnu, peut-être. Mais quelque chose d'autre était né à la place, une rage froide, calculatrice, et une détermination en acier trempé. Franklin des Roosevelt a annoncé la voie mécanique du métro, me tirant de ma rêverie. Je suis sorti de la station. L'air avait changé. Ici, ça sentait l'argent ancien et le pouvoir. Les vitrines de l'avenue Montaigne scintillaient de mille feux. Les passants marchaient différemment, avec cette assurance de ceux qui n'ont jamais eu à vérifier le solde de leur compte en banque avant de commander un café. J'ai serré la poignée de ma sacoche. Je marchais vers le Clarence.
Je me sentais comme un soldat s'infiltrant derrière les lignes ennemies. Je n'avais pas d'armure en soie ou en cachemire. J'avais juste ma vérité. Et mon dossier bleu. En approchant de l'entrée majestueuse, j'ai vu mon reflet dans la vitre teintée. Je n'avais pas l'air d'une héritière. J'avais l'air de quelqu'un qui travaille. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas baissé les yeux devant mon reflet. « Tu es prête, Ophélie ?» me suis-je murmuré. Le portier m'a bloqué un instant, son regard scannant mes baskets avec une désapprobation professionnelle. « J'ai une réservation. »« Valois » ai-je dit, ma voix coupante comme du verre. Il s'est écarté immédiatement, s'inclinant légèrement. Même les portiers connaissaient la réputation de terreur de mon père. J'ai monté les marches de marbre. Le procès allait commencer. L'intérieur du restaurant était une agression de luxe. Des boiseries dorées à la feuille, des tapis si épais qu'on avait l'impression de marcher sur des nuages, et ce silence feutré, respectueux, presque religieux, où le cliquetis d'une fourchette semblait être un crime de lèse-majesté. C'était un endroit conçu pour intimider, pour rappeler à chacun sa place dans la hiérarchie sociale. Le maître d'hôtel, un homme mince aux cheveux gominés, m'a guidé à travers la salle principale. Je sentais les regards des autres convives se poser sur moi, juger ma tenue, puis glisser avec désintérêt. Je n'étais personne ici. Juste une anomalie vestimentaire. Une erreur de casting. Et puis, je les ai vus. La famille Valois. Ils étaient installés à la meilleure table, celle près de la grande cheminée en marbre, isolée juste assez pour offrir de l'intimité, mais centrale juste assez pour être vue de tous. C'était une mise en scène parfaite. Un tableau vivant de la réussite bourgeoise française. Baudouin, mon père, lisait un rapport sur sa tablette, les sourcils froncés, ignorant totalement le cadre magnifique. Il portait un costume sur mesure bleu nuit qui coûtait probablement plus cher que tout le matériel de mon premier entrepôt. Céleste, ma mère, était figée dans une pose parfaite, le dos droit, un verre de vin blanc à la main, le regard vide fixant le vide, probablement en train de calculer les calories de son prochain plat ou de juger la tenue de la femme à la table voisine. Et Hortense. Ma sœur aînée, la Golden Child, l'enfant doré. Elle portait une robe Dior de la dernière collection, d'un rouge agressif. Elle était penchée sur son téléphone, vérifiant son maquillage dans le retour caméra, ajustant une mèche de cheveux blonds peroxydés. Je suis arrivée à la table. Personne ne s'est levé. Personne n'a souri. Pas même un hochement de tête. « Tu es en retard » a dit Baudouin sans lever les yeux de son écran. Sa voix était sèche, sans émotion. J'ai regardé ma montre Casio en plastique. Il est 20h01, papa. Le temps, c'est de l'argent, Ophélie. Mais je suppose que dans ton secteur d'activité, la ponctualité est une option facultative. Je me suis assise en face de ma mère. Elle m'a scanné de haut en bas, lentement, ses lèvres se pinçant jusqu'à devenir une ligne blanche presque invisible. Mon Dieu, a-t-elle soupiré, comme si elle venait d'apprendre qu'elle avait une maladie incurable. Je t'avais dit de faire un effort. Tu portes du polyester? C'est du coton, maman. Et je viens du travail. J'ai travaillé jusqu'à 19h. Du travail, a ricané Hortense sans lâcher son écran des yeux. Tu veux dire de la déchetterie? J'espère que tu as pris une douche. Je ne veux pas que mon tartare de veau ait un arrière-goût d'ordure ménagère. Elle a fait un geste théâtral pour se boucher le nez avec sa main manucurée, puis a orienté son téléphone vers moi. J'ai vu le petit point rouge de l'enregistrement s'activer. Elle ne le cachait même pas vraiment. Elle voulait documenter ce moment pour ses amis proches sur Instagram. Dîner avec la brebis galeuse de la famille #charité #famille difficile #ma vie est si dure. Le serveur est arrivé, un jeune homme impeccable qui semblait mal à l'aise face à la tension palpable qui émanait de notre table comme une vapeur toxique. « Mademoiselle désire un apéritif ?» a-t-il demandé en s'adressant à moi. « De l'eau. » Plate, ai-je répondu. « Du champagne » a coupé mon père, autoritaire. « Une bouteille de Dom Pérignon vintage. » Nous avons quelque chose à célébrer. J'ai haussé un sourcil. Ah bon? C'est l'anniversaire de qui? Ou Hortense a enfin appris à lasser ses chaussures toute seule? Baudouin a enfin posé sa tablette. Il a croisé ses mains sur la nappe blanche immaculée. Ses yeux, d'un gris acier, se sont plantés dans les miens. Il n'y avait aucune chaleur.
Juste du calcul froid. Ce n'est pas un anniversaire, Ophélie. C'est une restructuration. Une purification, si tu préfères. Le mot a flotté dans l'air, lourd et menaçant. Purification. Comme si j'étais une souillure. Céleste a posé sa main baguée sur celle de mon père, un geste de soutien répété 1000 fois. Nous allons entrer en bourse, ou peut-être fusionner avec le fonds d'investissement international LuxCorp, a expliqué ma mère avec une voix douce, celle qu'elle utilisait pour renvoyer les domestiques qu'elle jugeait incompétents. C'est une étape cruciale pour la maison Valois. Nous allons devenir une marque mondiale. Félicitations, dis-je, sentant le piège se refermer lentement autour de moi. Et quel est mon rôle là-dedans? Vous avez besoin de quelqu'un pour gérer le recyclage de vos déchets de bureau? Hortense a laissé échapper un petit rire cruel, comme le bruit d'un verre qu'on brise. Ton rôle? Oh, ma chérie. Ton rôle est de disparaître. Le serveur a versé le champagne. Les bulles montaient joyeusement dans les flûtes en cristal, indifférentes à la violence psychologique qui se jouait autour de la table. Disparaître, ai-je répété calmement, prenant soin de garder ma voix posée. Je ne comprends pas. Baudouin a pris une gorgée, a fait tourner le liquide en bouche, puis a posé le verre avec précision. Les auditeurs de LuxCorp ont passé au peigne fin notre structure familiale, Ophélie. Ils veulent une image immaculée. Une marque de luxe comme la nôtre ne peut pas être associée à « tes activités ». Il a prononcé tes activités comme s'il parlait de trafic de drogue internationale ou de production de films pour adultes. La gestion des déchets est une industrie essentielle, papa. C'est de l'écologie. C'est l'avenir de la planète. C'est ce qui empêche Paris de devenir une poubelle à ciel ouvert. C'est sale, a tranché ma mère, son visage se tordant de dégoût. C'est vulgaire. Nos clients achètent du rêve, Ophélie. Ils achètent de la soie, du velours, de l'exclusivité, de la beauté. Ils ne veulent pas savoir que la fille du fondateur passe ses journées à trier des bouteilles en plastique vide en banlieue avec des ouvriers immigrés. Ça tâche la marque. Ça fait pauvre. Je sentais la colère monter, une boule de feu dans ma poitrine, mais je l'ai ravalée. J'ai pris une grande inspiration par le nez. Donc, vous avez honte de moi? De mon travail honnête? Ce n'est pas de la honte, est intervenue Hortense, ajustant l'angle de sa caméra pour bien capter ma réaction, espérant une larme. C'est du réalisme marketing. Regarde-moi. Je suis l'image de la maison Valois. Je suis élégante, je suis influente, je suis suivie par 100 000 personnes. Toi, tu es l'erreur de parcours. Tu es le bug dans le système. Tu es la version bêta qui n'a pas fonctionné. C'était donc ça. Je n'étais pas une fille. Je n'étais pas une sœur. J'étais un problème de relations publiques. Un risque financier à éliminer. Nous avons préparé une solution, a continué mon père, sa voix prenant ce ton de PDG bienveillant qui me donnait la nausée depuis l'enfance. Une solution qui est bonne pour tout le monde. Une coupure nette. Pour que tu puisses vivre ta petite vie médiocre sans que nous ayons à en subir les conséquences. Il parlait de me couper de la famille comme on coupe une branche morte d'un arbre pour qu'il pousse plus droit. L'injustice de la situation me brûlait la gorge. J'avais travaillé dur toute ma vie. Je n'avais jamais rien demandé. J'avais construit ma propre entreprise à partir de rien. Et maintenant, il me traitait comme un déchet toxique à enfouir loin des regards. Je fais une pause ici, car c'est important. Je veux que vous vous mettiez à ma place un instant. Vous êtes assise devant les gens qui sont censés vous aimer inconditionnellement, qui vous ont donné la vie, et ils vous expliquent calmement, entre une gorgée de champagne et une bouchée de pain, que votre existence même est nuisible à leur business. Que auriez-vous fait? Auriez-vous pleuré? Auriez-vous hurlé? Auriez-vous renversé la table? Ou auriez-vous fait ce que j'ai fait? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez ressenti à ce moment précis. Je lis tout, vraiment. Je n'ai pas renversé la table. J'ai pensé à mon grand-père, le fondateur de la maison Valois. Il avait commencé comme ébéniste, dans un petit atelier poussiéreux, avec de la sueur dans les cheveux et des mains calleuses. Il aurait détesté ce qu'ils étaient devenus. Il aurait eu honte d'eux. Je les ai regardés, l'un après l'autre. Le masque de beauté figé de ma mère, l'arrogance aveugle de mon père, la vacuité cruelle de ma sœur. Montrez-moi la solution, ai-je dit. Ma voix était si calme qu'elle a semblé les surprendre.
Il s'attendait à de la résistance. Il ne savait pas comment gérer l'acceptation. Céleste a souri, un sourire triste et répété devant le miroir pour paraître compatissante. Elle a plongé la main dans son sac Hermès Birkin en cuir d'autruche à 20 000 €. Elle en a sorti une enveloppe épaisse, couleur crème, scellée à la cire rouge avec le sceau de la famille. Elle l'a fait glisser sur la nappe jusqu'à moi, évitant de toucher mes doigts. C'est mieux ainsi, ma chérie. Tu verras. C'est la liberté que tu as toujours voulu. Tu pourras enfin être toi-même, loin de nous. J'ai pris l'enveloppe. Elle était lourde. L'enveloppe de la trahison. Je l'ai ouverte. Le papier crissait sous mes doigts. Mes yeux ont parcouru les premières lignes. Ce n'était pas une lettre d'adieu sentimentale. C'était un contrat. Un contrat légal rédigé par le cabinet d'avocats le plus cher et le plus impitoyable de Paris. Le document s'intitulait en lettres gothiques noires, Protocole d'accord transactionnel de cession de parts sociales et de renonciation aux droits successoraux futurs. Le titre était long, pompeux, administratif, mais le contenu était d'une brutalité simple et absolue. En tant que petite fille du fondateur, je possédais légalement 5% des parts de la Maison Valois, un legs direct de mon grand-père inscrit dans son testament qui ne pouvait pas me retirer sans mon accord explicite. C'était mon seul lien tangible avec l'entreprise. Jusqu'à aujourd'hui. Le contrat stipulait que je cédais l'intégralité de mes parts à la holding familiale contrôlée par mon père. En échange, je renonçais à tout droit de regard sur la gestion, à tout dividende futur, à toute réclamation sur l'héritage de mes parents, et surtout, je m'engageais formellement à ne plus jamais utiliser le nom Valois dans mes activités professionnelles ou publiques. Je devais devenir une étrangère. Une anonyme. Je suis allée directement à la clause du prix. Combien valait mon nom? Combien valait mon sang? Combien valait l'histoire de mon grand-père? Mes yeux se sont arrêtés sur le chiffre en bas de la page 3, écrit en gras. J'ai cligné des yeux, pensant avoir mal lu à cause de la fatigue ou de la lumière tamisée. J'ai relu. 25 000 €. 25 000. Pour 5% d'une entreprise qui prétendait valoir des millions. Pour mon héritage. Pour mon identité. C'était le prix d'une voiture moyenne gamme. C'était le prix d'un de leurs canapés. J'ai levé les yeux vers mon père, sentant un rire hystérique monter dans ma gorge. C'est une blague, ai-je demandé doucement. Mes parts valent au moins 20 fois ça, même avec vos dettes actuelles dont je connais l'existence. Baudouin a grimacé. J'avais touché un point sensible. Les dettes. Il pensait que je ne savais pas. Il pensait que j'étais trop stupide ou trop éloignée pour savoir que la maison Valois saignait de l'argent depuis des années. La société traverse une période de transition complexe, a-t-il dit, choisissant ses mots avec soin comme s'il parlait à un actionnaire inquiet. La valeur réelle est très volatile. Le marché du luxe est instable. 25 000, c'est généreux, Ophélie. C'est de l'argent liquide. Tout de suite. Sans attendre une succession qui n'arrivera peut-être pas avant 20 ans. C'est une aumône, ai-je rétorqué. C'est assez pour t'acheter une voiture correcte et déménager loin d'ici, a ajouté Céleste en buvant une gorgée de vin pour se donner du courage. Peut-être en province? La vie est moins chère là-bas, en Creuse ou en Ardèche. Tu pourrais ouvrir une petite boutique de fleurs. Quelque chose de simple. À ton niveau. Loin de la pression de Paris. Hortense a zoomé sur mon visage avec son téléphone, l'objectif à quelques centimètres de mon nez. Elle attendait le craquage. Elle voulait les larmes. Allez, signe, a-t-elle sifflé, impatiente. Ne sois pas ingrate. Papa et maman essaient de te sauver de la faillite personnelle. On sait tous que ta petite entreprise de poubelle ne rapporte rien. Tu dois sûrement avoir des loyers en retard, non? Tu vis toujours dans ce studio miteux? Ingrate. Le mot a résonné dans ma tête comme une gifle. Il pensait vraiment me faire une faveur. Il pensait que j'étais désespérée. Il pensait que 25 000 € allaient changer ma vie. Et le pire, c'est qu'ils avaient raison sur un point, ce document allait changer ma vie. Mais pas comme ils le pensaient. Pas du tout. J'ai regardé le chèque de banque déjà rempli, certifié, posé à côté du contrat. 25 000 €. Le prix pour qu'ils se débarrassent de leur honte. Le prix de leur tranquillité d'esprit.
Une idée lumineuse a traversé mon esprit, claire comme du cristal. Si je signe, je ne suis plus lié à eux. Si je signe, ils ne peuvent plus rien réclamer de moi. Si je signe, je suis libre. Totalement, légalement libre. Et surtout, si je signe, ce qui va suivre sera juridiquement inattaquable. Ils ne pourront pas dire que je les ai trompés en tant qu'associés. Je ne serai plus associé. J'ai senti un calme étrange m'envahir. Ce n'était pas de la résignation. C'était la sérénité du tireur d'élite avant de presser la détente. La certitude absolue de la victoire. Vous avez raison, dis-je, baissant les yeux pour cacher la lueur de triomphe qui commençait à y briller. Je ne veux pas être un fardeau. Je ne veux pas être celle qui empêche la maison Valois de briller. Les yeux de ma mère se sont illuminés d'un espoir cupide. Vraiment? Tu es raisonnable? Enfin? Je suis réaliste. Comme Hortense l'a si bien dit. J'ai fouillé dans ma poche de chemise et j'en ai sorti mon stylo-plume. Un vieux Mont Blanc cabossé, en résine noire, qui avait appartenu à mon grand-père. Le même stylo qu'il avait utilisé pour signer les statuts de la maison Valois il y a 50 ans. L'ironie était délicieuse, savoureuse. Eux qui aimaient tant les symboles, ils rataient celui-ci complètement. J'ai dévissé le capuchon. L'encre était noire. Noire comme mes intentions. Tu as un stylo? A demandé mon père, surpris que je possède un objet de valeur, pensant sans doute que je l'avais volé. C'est celui de papy, ai-je répondu simplement. Baudouin a eu un mouvement de recul, comme s'il avait vu un fantôme. Une ombre de culpabilité a passé sur son visage, mais elle a disparu aussi vite qu'elle était venue. Il ne voulait pas de souvenirs. Il voulait cette signature. J'ai posé la plume sur le papier grainé de haute qualité. Le bruit de la plume grattant le papier a semblé amplifier le silence dans le restaurant. SRRRT, SRRRT, Ophélie Valois. Une signature ferme. Large. Sans aucun tremblement. Une signature qui disait adieu. J'ai repoussé le contrat et le stylo vers le centre de la table, à côté du vase de fleurs. Voilà. Je ne suis plus votre problème. Je ne suis plus une Valois. Un soupir collectif de soulagement a parcouru la table, comme si l'air devenait soudainement plus respirable pour eux. On aurait dit que je venais de désamorcer une bombe, alors que je venais juste d'en enclencher une autre. Céleste a relâché ses épaules tendues, retrouvant sa posture élégante. Baudouin a récupéré le contrat avec une rapidité presque indécente, vérifiant la signature comme un banquier vérifie un billet douteux, s'assurant que chaque lettre était bien formée. Parfait, a-t-il murmuré, un sourire carnassier aux lèvres. L'avocat de la famille validera ça demain matin à la première heure. Le chèque est à toi. Prends-le. Il a poussé le bout de papier vers moi. Je l'ai pris du bout des doigts. 25 000 €. Le prix de mon exclusion. Je l'ai plié soigneusement en 4 et je l'ai glissé dans ma poche de chemise, près de mon cœur qui battait lentement, régulièrement. C'est mieux pour tout le monde, a dit ma mère, retrouvant son sourire de façade, ce sourire qu'elle utilisait pour les photos de magazine. Maintenant, nous pouvons dîner en paix. Nous sommes entre nous. Garçon. On peut lancer les entrées. Et apporter plus de pain. Hortense a enfin baissé son téléphone, arrêtant l'enregistrement. Elle avait sa vidéo. La sœur déchue accepte sa défaite avec dignité. Elle devait déjà être en train de réfléchir au hashtag et au filtre qu'elle allait utiliser pour se mettre en valeur. Hashtag drama, hashtag famille unie, hashtag le poids des responsabilités, hashtag sisterhood. Tu ne vas pas faire une scène, a-t-elle demandé, presque déçue, sa voix trahissant son ennui. Pas de pleurs? Pas de vous êtes des monstres? C'est tout? C'est un peu anticlimatique. Pourquoi ferais-je ça? Ai-je répondu en prenant mon verre d'eau et en buvant une gorgée. L'eau était fraîche, pure. Vous m'avez offert une sortie. Je l'ai prise. Je suis pragmatique. Baudouin a levé sa coupe de champagne, les bulles dorées scintillant sous le lustre. À la maison Valois. À sa pureté retrouvée. Et à son avenir brillant avec LuxCorp. Que notre règne dure encore 100 ans. À la maison Valois ont répété Céleste et Hortense en chœur, levant leur verre avec ferveur. Ils ont bu. Ils savouraient leur victoire. Ils pensaient avoir gagné la partie d'échecs en 3 coups.
Il ne savait même pas que je jouais à un tout autre jeu, sur un tout autre échiquier. J'ai attendu qu'ils reposent leur verre. J'ai attendu que le silence retombe. Le moment était venu. J'ai posé ma main sur la boucle de ma sacoche en cuir au sol. J'ai senti le contact froid du métal. C'était lourd. Lourd de conséquences. Puisque nous parlons d'avenir brillant et de transparence financière, ai-je commencé, ma voix légèrement plus forte, plus projetée, attirant l'attention de la table voisine où un couple de touristes américains dînait. Il y a un petit détail que j'ai oublié de mentionner. Une toute petite chose. Baudouin a froncé les sourcils, agacé qu'on interrompe sa célébration. Il détestait les imprévus. Quoi encore? Tu veux un dessert? Prends ce que tu veux, c'est ma tournée. Prends le soufflé au chocolat, c'est le meilleur de Paris. Non, papa. Pas un dessert. Je n'ai plus très faim. J'ai soulevé la sacoche et je l'ai posée sur mes genoux. J'ai ouvert le rabat. J'en ai sorti une chemise cartonnée. Elle n'était pas couleur crème et luxueuse comme la leur. Elle n'avait pas de seau en cire. Elle était bleu roi, mate, moderne, épurée. Sur la couverture, 2 logos argentés s'entremêlaient. Celui de ma petite start-up sale, écologique, et celui d'un géant mondial que tout le monde connaissait. Qu'est-ce que c'est? A demandé Céleste, méfiante, posant sa fourchette. Tes factures impayées? Tu veux qu'on paie tes dettes en plus des 25 000 €? Pas exactement, maman. J'ai posé le dossier sur la table. Je l'ai fait glisser lentement, délibérément. Il a traversé la nappe blanche comme un navire brise-glace, passant devant le vase de rose rouge sang, contournant le beurrier en argent massif, pour finir sa course juste devant l'assiette de mon père. Il a recouvert partiellement le contrat de déshéritement que Baudouin n'avait pas encore rangé, créant une superposition symbolique parfaite. Le contraste était saisissant. L'ancien monde contre le nouveau. Le papier jauni des notaires contre le design épuré de la tech. Le passé contre le futur. Baudouin a hésité. Son instinct d'homme d'affaires, bien que rouillé par l'arrogance, l'alertait. Quelque chose n'allait pas. L'assurance dans ma voix, le calme olympien avec lequel j'avais signé ma propre perte, rien ne collait avec le profil de la fille désespérée qu'ils avaient imaginé. Il a ouvert le dossier bleu avec précaution. La première page était une lettre d'intention formelle, imprimée sur du papier épais. Ses yeux ont parcouru l'entête. J'ai vu ses pupilles se dilater. Global Green Technology acquiert Ecologic Solutions. Je l'ai vu se figer. Global Green. C'était le Google de l'environnement. Une multinationale cotée au CAC 40, leader mondial du développement durable. Une entreprise qui valait des milliards. Global Green, a-t-il chuchoté, sa voix tremblant légèrement. Pourquoi Global Green s'intéresserait à ta petite boîte? Continue de lire, papa. Page 2. Le paragraphe sur la valorisation. C'est là que ça devient amusant. Céleste s'est penchée, curieuse malgré elle, ajustant ses lunettes de lecture incrustées de diamants. Hortense a rallumé son écran, sentant le vent tourner, mais ne comprenant pas encore la tempête qui arrivait. Baudouin a tourné la page. Son doigt manucuré a suivi les lignes de texte juridique jusqu'à ce qu'il s'arrête brutalement au milieu de la page. Sa bouche s'est entr'ouverte. Pas beaucoup. Juste assez pour laisser échapper un petit bruit d'asphyxie, comme un poisson hors de l'eau. C'est impossible. C'est une erreur de frappe. Quoi? A demandé Hortense, impatiente, tapant ses ongles sur la table. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a fait faillite? Baudouin a relevé la tête lentement. Son visage avait perdu toute sa couleur. Il était gris. Gris comme la cendre d'un cigare froid. Il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois de sa vie. Non pas comme sa fille, mais comme une entité financière colossale, une puissance qu'il avait sous-estimée. 8 millions, a-t-il bégayé. 8 500 000. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Même le tintement des couverts des autres tables semblait s'être arrêté, comme si le temps lui-même retenait son souffle. 8 millions, a répété ma mère, sa voix montant dans les aigus, brisant le décorum. 8 millions de quoi? De centimes. Je me suis penché en avant, croisant les bras sur la table, occupant l'espace. C'est le montant du rachat, maman.
En euros. Cash. Plus 3% de stock options sur la future croissance. J'ai pointé du doigt le document, mon doigt ne tremblant toujours pas. Global Green ne rachète pas mes camions. Ils n'en ont rien à faire de mes camions. Ils rachètent mon algorithme. L'IA de tri sélectif que j'ai développé dans mon garage pendant que vous vous moquiez de moi parce que je sentais le cambouis. Ils l'appellent la révolution du recyclage urbain. Et ils ont payé le prix fort pour l'avoir. Hortense a lâché sa fourchette. Elle est tombée sur son assiette en porcelaine de Limoges avec un bruit sec et violent qui a fait sursauter tout le monde. Cling. Son téléphone a glissé de sa main moite et a atterri face contre terre sur la table. Elle ne l'a pas ramassé. Elle ne respirait plus. 8,5 millions d'euros, a-t-elle articulé, chaque syllabe étant un effort, comme si elle essayait d'apprendre une langue étrangère complexe. Toi, la clocharde? Moi, ai-je confirmé avec douceur. La fille aux poubelles. La tache sur l'image de marque. L'erreur de la nature. J'ai savouré leur choc. C'était physique. C'était délicieux. C'était comme voir un château de cartes s'effondrer au ralenti, carte après carte. Le père autoritaire, le génie des affaires autoproclamé? Réduit au silence, la bouche ouverte. La mère snob, obsédée par l'apparence et le statut? Pétrifiée, ses bijoux semblants soudain trop lourds pour elle. La sœur jalouse et superficielle? Anéantie, son onde de superficialité brisée par la réalité brutale des chiffres. Mais, a commencé Baudouin, cherchant désespérément une faille, un mensonge, une issue. C'est signé? C'est validé? Ce n'est qu'une lettre d'intention? Signée hier soir à 23 heures. Les fonds sont déjà sur un compte séquestre bloqué. Le virement arrive sur mon compte personnel mardi matin. C'est irrévocable. J'ai tapoté le contrat de déshéritement qui gisait sous le dossier bleu, rappelant sa présence. Ce qui veut dire que je suis officiellement environ 4 fois plus riche que la maison Valois tout entière. Surtout si on compte vos dettes envers LuxCorp, n'est-ce pas? J'ai fait mes recherches, papa. Je sais que vous êtes au bord de la cessation de paiement. Baudouin a eu l'air d'avoir reçu une gifle en plein visage. Il a reculé dans sa chaise. Il savait que je savais. Il savait que sa société était au bord du gouffre et qu'il vendait les bijoux de famille pour survivre quelques mois de plus. Et il venait, de ses propres mains, de chasser la seule personne capable de le sauver. Il venait de signer son arrêt de mort financière. L'atmosphère à la table avait changé du tout au tout. La condescendance avait laissé place à la panique pure, une panique animale. Céleste a été la première à réagir, son instinct de survie sociale prenant le dessus sur sa dignité. Son visage s'est transformé sous mes yeux. Le mépris a fondu comme neige au soleil pour laisser place à une expression grotesque, presque comique, d'affection maternelle simulée. Elle a tendu la main à travers la table pour attraper la mienne. Ses doigts étaient froids, moites et tremblants. Ophélie. Ma chérie. Ma petite fille adorée. C'est extraordinaire. Je le savais. Je l'ai toujours dit à ton père, n'est-ce pas Baudouin? J'ai toujours dit qu'Ophélie avait un génie caché. J'ai toujours cru en toi. J'ai retiré ma main doucement, mais fermement, comme si je touchais quelque chose de gluant et de sale. Non, maman. Tu n'as pas dit ça. Tu as dit que j'étais une honte vulgaire. Il y a exactement 10 minutes. J'ai une très bonne mémoire. Et mon téléphone aussi, s'il fallait des preuves. Oh, tu sais comment je suis, a-t-elle ri nerveusement, un rire qui sonnait faux comme une fausse pièce de monnaie. C'est le stress. Nous voulions juste te pousser à réussir. C'était de la psychologie inversée. C'était pour ton bien. Baudouin, lui, calculait. Je voyais les rouages tourner frénétiquement derrière ses yeux gris. Il ne voyait plus sa fille. Il voyait une banque ambulante. Il voyait un plan de sauvetage inespéré. Il a repris le contrat de déshéritement, celui que j'avais signé 10 minutes plus tôt, celui qui scellait notre séparation. Ophélie, a-t-il dit avec sa voix de négociation, celle qu'il utilisait pour amadouer les banquiers. Ophélie, écoute-moi. Ce papier, c'était un malentendu. Une épreuve. Nous voulions voir si tu avais du cran.
Si tu étais prête à défendre ta place dans ce monde de requins. Il a fait mine de vouloir déchirer le papier en deux. Nous pouvons oublier ça. Tu es une Valois. Le sang est plus fort que tout. Tu as le sens des affaires, c'est héréditaire. Tu devrais être au conseil d'administration. Avec un capital comme le tien, nous pourrions relancer la marque, conquérir l'Asie. J'ai abattu ma main sur le document avant qu'il ne puisse le déchirer. Le claquement de ma paume sur la table a fait sursauter Hortense. Touche pas à ça. Ma voix était basse, mais elle avait l'autorité d'un PDG. L'autorité de quelqu'un qui a le pouvoir. Tu as dit que l'avocat le validerait demain. C'est un document légal. J'ai signé. Tu as accepté. J'ai accepté vos conditions. La vente est conclue. Mais c'est absurde, a crié presque Hortense, sortant de sa stupeur, réalisant que son héritage venait de s'évaporer. Tu ne vas pas garder tout cet argent pour toi? On est une famille. La maison Valois a besoin de liquidités pour la Fashion Week, j'ai déjà engagé des dépenses. J'ai commandé des robes. J'ai regardé ma sœur. Elle ne pensait même pas à s'excuser. Elle ne pensait même pas à me féliciter. Elle pensait juste à son budget marketing et à ses robes. La maison Valois, ai-je demandé innocemment. Mais je ne fais plus partie de la maison Valois. Regarde le contrat, Hortense. Je m'appelle juste Ophélie maintenant. Et mon argent, c'est de l'argent sale, tu te souviens? Tu ne voudrais pas salir tes mains manucurées avec l'argent des poubelles. Ça ferait tache sur ton Instagram. À ce moment précis, le téléphone de mon père a sonné, brisant la tension. Il a regardé l'écran. C'était son directeur financier. Il a décroché, l'air absent, les yeux rivés sur moi. Oui. On entendait la voix paniquée à l'autre bout du fil, assez forte pour que je l'entende. Monsieur Valois? Vous avez vu les nouvelles? Bloomberg vient de Twitter. L'action de Global Green a bondi de 4% après l'annonce de l'acquisition d'une pépite française de l'IA. Il cite votre nom de famille dans l'article. La fondatrice Ophélie Valois. C'est votre fille? Baudouin a raccroché sans répondre. Le téléphone a glissé de sa main. Il m'a regardé avec une horreur totale. Le monde entier savait maintenant. Tout le monde allait savoir qu'Ophélie Valois était un génie de la tech. Et demain, quand l'acte de déshéritement serait public, tout le monde saurait que la famille Valois venait de la renier pour 25 000 €. Il venait de réaliser qu'il n'avait pas seulement perdu sa fille et son argent. Il avait perdu sa réputation. Il allait passer pour l'idiot du siècle dans tout Paris. La risée des salons. Le serveur est revenu avec les entrées. Des assiettes magnifiquement dressées, un tartare de veau aux truffes pour Hortense, du homard pour mes parents. Personne ne les a regardés. L'appétit avait quitté la table en même temps que l'arrogance de mes parents. Je ne comprends pas, a murmuré ma mère, les yeux rivés sur le chiffre de 8,5 millions comme si c'était un mirage. Comment? C'est juste, du tri sélectif. C'est des ordures. J'ai décidé de leur donner une dernière leçon. Gratuite. C'est de la donner, maman. Dataïs New Oil. Pendant que vous étiez obsédé par la couleur des rideaux et la texture des coussins, j'ai installé des capteurs sur 5000 conteneurs dans Paris. J'ai analysé les habitudes de consommation de millions de personnes. Je sais ce qu'ils mangent, ce qu'ils achètent, ce qu'ils jettent. Ces données valent de l'or pour les géants de la consommation. Global Green ne m'a pas acheté pour mes camions ou mes poubelles. Ils m'ont acheté pour mes informations. Pour mon cerveau. J'ai vu une lueur de compréhension et de jalousie pure dans les yeux d'Hortense. Elle qui se battait pour avoir 10 000 likes sur Instagram en montrant son corps et ses vêtements, elle réalisait que je venais de vendre de la réalité pour une fortune. Que mon intelligence valait plus que son image. Et Cyprien, a-t-elle demandé méchamment, essayant de trouver un angle d'attaque. Ton colocataire bizarre? Celui qui porte des sweats à capuche? Il est quoi dans l'histoire? Ton chauffeur? J'ai souri. Cyprien est mon associé. Il est le cofondateur. Il possède 30% de la boîte. Il vient de s'acheter un loft à New York avec vue sur Central Park. Il t'envoie le bonjour, d'ailleurs.
Il a toujours dit que tu avais de beaux cheveux, même si ton cerveau était un peu vide. Hortense est devenue rouge pivoine, la bouche ouverte, incapable de répondre. Baudouin tentait désespérément de reprendre le contrôle, de sauver les meubles. Il a redressé sa cravate, un geste réflexe. Ophélie. Écoute. Oublions les mots durs. L'argent reste en famille. C'est la règle sacrée. Tu dois réinvestir dans la holding. C'est ton devoir moral. Si la maison Valois coule, ton nom sera traîné dans la boue aussi. Les gens diront que tu as laissé ta famille mourir de faim. Mon nom, ai-je ri, un rire sans joie. Mais je vais changer de nom, papa. C'est dans le contrat que tu m'as fait signer. Clause 4, alinéa B, Ophélie s'engage à ne plus utiliser le patronyme Valois à des fins commerciales. Je vais prendre le nom de jeune fille de grand-mère. Je vais m'appeler Ophélie Renard. C'est joli, non? C'est plus rusé. Tu ne peux pas faire ça, a crié ma mère, perdant toute sa distinction, attirant les regards de tout le restaurant. On t'a élevé. On t'a nourri. On t'a payé des cours de piano. Et vous m'avez présenté la facture ce soir. 25 000 €. C'est soldé. Le compte est bon. Je me suis levée. J'avais fini. Je n'avais même pas touché à mon eau. J'ai pris mon dossier bleu. J'ai pris mon stylo. Puis, j'ai regardé le chèque de 25 000 € qui était toujours sur la table, là où je l'avais posé un instant, brillant sous la lumière. Baudouin l'a regardé aussi, avec espoir. Peut-être pensait-il que j'allais le déchirer et demander pardon? Peut-être pensait-il que j'allais le refuser par fierté? J'ai pris le chèque entre deux doigts, comme s'il était sale, comme s'il était contaminé. Tu sais quoi, papa? Ai-je dit, un sourire en coin. Je crois que je vais le garder, finalement. Son visage s'est décomposé. Quoi? Mais tu as 8 millions. C'est un contrat valide. Tu as acheté ma part d'héritage pour ce prix. C'est une affaire conclue. Et je ne refuse jamais de l'argent liquide. Je me suis tournée vers Hortense. Elle était prostrée, regardant son écran de téléphone brisé, l'image parfaite de la défaite superficielle. Hortense, ai-je dit doucement. Elle a levé les yeux, les larmes au bord des cils. Des vraies larmes cette fois. Des larmes de rage, d'envie et de désespoir. J'ai glissé le chèque de 25 000 € dans le décolleté de sa robe Dior, juste contre sa peau. Tiens. C'est pour toi. Elle a sursauté. Quoi? C'est de la charité. Je sais que la maison Valois a des problèmes de trésorerie. Prends-le. Achète-toi un nouveau téléphone. Et peut-être quelques followers pour remplacer ceux qui vont te quitter quand ils sauront que tu n'es plus qu'une coquille vide sans héritage. Tu es une salope, a-t-elle craché, mais sa main s'est refermée sur le chèque. Elle l'a pris. Elle ne l'a pas jeté. Elle l'a serré fort. L'avidité était plus forte que la fierté. L'argent était son seul dieu. C'était l'image la plus triste et la plus satisfaisante de la soirée. Ma sœur, dans sa robe à 3 000 €, acceptant l'aumône de celle qu'elle appelait la poubelle. La boucle était bouclée. Je me suis tournée vers mes parents une dernière fois. Ils semblaient avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Je pars maintenant. Ne m'appelez pas. Mon assistant filtrera vos appels. Et si vous essayez de contester le contrat? J'ai tapoté ma poche de poitrine où reposait mon exemplaire signé. J'ai les meilleurs avocats de Paris. Les mêmes que Global Green. Et ils adorent les cas comme le vôtre. Ophélie, attends, a supplié ma mère, se levant à demi, renversant son verre de vin dans sa précipitation. La tache rouge s'est étalée sur la nappe blanche immaculée comme une blessure mortelle. On t'aime. Tu es notre fille. J'ai ri. Un rire franc, libérateur, qui venait du fond de mes tripes. Non, maman. Vous aimez l'image. Vous aimez l'argent. Et ce soir, vous avez cassé le miroir. Bonne soirée. J'ai traversé le restaurant. Mes baskets ne faisaient aucun bruit sur le tapis épais, mais j'avais l'impression que chaque pas faisait trembler le sol. Les têtes se tournaient sur mon passage. Les gens chuchotaient. Je ne les baissais plus, mes yeux. Je marchais la tête haute, le dos droit.
J'étais Ophélie Renard, millionnaire, visionnaire, et surtout, libre. Le maître d'hôtel m'a ouvert la porte lourde en chaîne. Il m'a regardé différemment cette fois. Il avait sans doute entendu les éclats de voix, ou peut-être avait-il vu l'article sur son téléphone en cuisine. Il s'est incliné bien bas, avec un respect sincère. Bonne soirée, madame. Et félicitations. Pas mademoiselle. Madame. Le respect s'achète, apparemment. Ou il se gagne par la force. Je suis sortie dans l'air frais de la nuit parisienne. Il faisait froid, un vent d'automne soufflait sur les Champs-Élysées, mais je ne le sentais pas. Je sentais une chaleur intense dans ma poitrine. C'était l'adrénaline. C'était la victoire. C'était la sensation de renaître. De l'autre côté de la rue, une vieille Peugeot 206 grise garée en double fil a klaxonné joyeusement. La vitre s'est baissée. C'était Cyprien, mon associé, mon meilleur ami, mon frère de cœur. Il portait un hoodie délavé et mangeait un sandwich jambon-beurre. Alors, a-t-il crié à travers le trafic dense. Tu les as tués? Je suis monté dans la voiture, jetant ma sacoche à 8 millions sur la banquette arrière au milieu des cartons de pizza vides et des câbles informatiques. Mieux que ça, ai-je répondu en bouclant ma ceinture, sentant le siège défoncé épouser mon dos. Je les ai laissés en vie avec leur honte. Et j'ai donné le chèque de 25 000 balles à Hortense. Cyprien a éclaté de rire, manquant de s'étouffer avec son sandwich. Il a tapé sur le volant. Tu déconnes? Elle l'a pris? Elle l'a pris. Elle l'a serré comme si c'était sa vie. Incroyable. Les riches sont vraiment les plus gros mendiants de la planète. Il a démarré la voiture, faisant vrombir le moteur fatigué qui crachait un peu de fumée noire. Une voiture de millionnaire. On va où, patronne? Le Fouquet's? Le Ritz? On peut se payer tout ce qu'on veut maintenant. J'ai regardé par la fenêtre, voyant la silhouette imposante du restaurant Le Clarence s'éloigner dans le rétroviseur. Je pouvais imaginer mes parents à l'intérieur, assis devant leur repas froid, au milieu des décombres de leur arrogance, essayant de comprendre comment la fille aux ordures était devenue leur reine intouchable. Non, dis-je en souriant. Emmène-moi au kebab de la gare du Nord. Celui avec la sauce blanche extra et les frites molles. J'ai une faim de loup. Et j'ai envie de vraie nourriture. Ça marche. Kebab et champagne bon marché sur le toit de l'entrepôt? Parfait. La suite de l'histoire est publique, vous pouvez probablement la trouver sur Google si vous cherchez scandale Maison Valois. La Maison Valois n'a jamais réussi son introduction en bourse. L'article de Bloomberg sur mon rachat mentionnait en passant que j'étais une ex-Valois. Les journalistes financiers, qui adorent les drames familiaux, ont creusé. Ils ont découvert les difficultés financières cachées de mon père. Ils ont découvert les dettes. Les investisseurs ont fui comme des rats quittant un navire en train de couler. 6 mois plus tard, la maison Valois a été placée en redressement judiciaire. Ils ont dû vendre la maison de campagne en Normandie, l'appartement de l'avenue Foch et, oui, l'audi d'Hortense a été saisi par les huissiers. Je n'ai pas levé le petit doigt pour les aider. J'ai tenu ma promesse. J'ai respecté le contrat à la lettre. J'ai créé ma propre fondation pour aider les jeunes entrepreneurs issus de milieux défavorisés, ceux qui n'ont pas de nom mais qui ont des idées. Parfois, je reçois des messages de ma mère. Des photos de souvenirs d'enfance floues, des tu me manques, des on devrait déjeuner. Je ne réponds pas. Je sais qu'elle ne manque pas de moi, elle manque de mon chéquier. Elle manque de sa vie d'avant. Hortense a essayé de se réinventer en devenant influenceuse lifestyle modeste, racontant sa descente aux enfers et sa résilience face à l'adversité. Elle a quelques followers qui la plaignent. Elle a utilisé les 25 000 € pour s'acheter des sacs de contrefaçon de haute qualité pour garder la face dans ses vidéos. C'est triste, vraiment. Mais ce n'est plus mon problème. Je ne la suis plus. Ce soir-là, en mangeant mon kebab sur le toit de mon centre de tri, regardant les lumières de Paris scintiller au loin, j'ai réalisé quelque chose d'important. La famille, ce n'est pas le sang. Le sang, c'est de la biologie, c'est du hasard. La famille, c'est le respect. C'est le soutien. C'est ceux qui sont là quand vous triez des ordures à 3 heures du matin, pas seulement quand vous signez des chèques à 7 chiffres. C'est ceux qui voient votre valeur quand vous n'avez rien. Ils ont voulu me jeter comme une vieille chaussette usée. Ils ne savaient pas que j'étais un boomerang.
Je suis revenu, et je les ai frappés en plein visage avec la force de mon succès. Et vous? Avez-vous déjà été sous-estimé par votre propre famille? Avez-vous déjà eu cette envie brûlante de poser votre réussite sur la table et de regarder leur visage se décomposer? Ou pensez-vous que j'ai été trop dur? Aurais-je dû les aider malgré tout parce que c'est la famille? J'aimerais vraiment connaître votre avis, sincèrement. Cette histoire est la mienne, mais je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Si cette histoire de vengeance vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide énormément la chaîne à grandir. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater la prochaine histoire, car croyez-moi, la chute de la Maison Valois a encore quelques rebondissements juridiques que je pourrais vous raconter une prochaine fois. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, croyez en vous, et n'oubliez pas, votre valeur ne dépend pas de la vie de ceux qui ne savent pas compter. À bientôt.